En 1821, sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte affrontait sa dernière nuit. Le vent hurle, les vagues s'écrasent contre les rochers et l'odeur âcre de l'humidité imprègne l'air. Dans l'ombre vacillante d'une chandelle, l'empereur déchu murmure des mots énigmatiques. Quel secret gardait-il alors que la mort approchait? Était-ce un complot, une confession ou une vérité cachée dans les replis de son âme? Les chaînes cliquettent, le plancher craque et l'horizon s'embrase sous un clair de lune spectrale. Pourquoi Napoléon restait-il silencieux face à l'éternité? Plongé dans l'histoire étrange de Napoléon Bonaparte, sa dernière nuit à Sainte-Hélène, où drame et mystère se dévoilent. En 1821, sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte était-il déjà un fantôme? Les vagues rugissent contre les falaises, l'odeur de sel et d'humidité envahit l'air. Dans une chambre étroite, un homme jadis empereur fixe l'obscurité. Pourquoi ce silence face à sa fin? Envisionnez-vous sur l'île de Sainte-Hélène, un rocher perdu au milieu de l'Atlantique Sud, où le vent siffle comme un chant funèbre. En ce 4 mai 1821, la nuit enveloppe Longwood House, une bâtisse délabrée où Napoléon Bonaparte, jadis maître de l'Europe, agonise. Les murs suintent d'humidité, l'odeur de moisi sature l'air, et une chandelle vacillante projette des ombres dansantes sur les planches usées. Napoléon, l'homme qui façonna des empires, n'est plus qu'un souvenir vivant. Selon les mémoires du général Bertrand, publiées en 1847, Napoléon passait ses dernières heures dans un lit étroit, entouré de quelques fidèles. Le général Henri Gatien Bertrand, le comte Charles de Montholon et son médecin Francesco Antomarchi. Mais ce soir-là, quelque chose de plus lourd que la maladie pesait sur lui. Quel mystère habitait ses pensées? Était-ce le regret des batailles perdues, la peur de l'oubli, ou un secret qu'il refusait de confier, même à ses proches? Les historiens, comme Jean Tullard dans Napoléon, ou le mythe du Sauveur 1977, décrivent un homme brisé physiquement, mais dont l'esprit restait aiguisé. Les symptômes rapportés par Antomarchi, douleurs abdominales, fièvre, faiblesse extrême, suggèrent un cancer de l'estomac, peut-être aggravé par l'arsenic présent dans l'environnement de Longwood, comme l'ont révélé des analyses posthumes controversées. Forensic Science International, 2001. Pourtant, ce n'est pas seulement la maladie qui fascine. Pourquoi Napoléon, même à l'agonie, restait-il si énigmatique? Envisionnez-vous dans cette pièce sombre. Le plancher craque sous les pas des domestiques. Une horloge égrène des secondes lourdes, comme un compte à rebours vers l'éternité. L'odeur de cire fondue se mêle à celle de l'océan, portée par une brise glaciale qui s'infiltre par les fenêtres mal jointes. Napoléon, vêtu d'une simple chemise, fixe le plafond. Ses yeux, jadis perçants, semblent perdus dans un abîme. Était-il en train de revoir ses triomphes? Austerlitz, où il écrasa les empires autrichiens et russes, ou Waterloo, où son rêve s'effondra. Une analyse psychologique révèle un homme déchiré entre orgueil et désespoir. Selon le psychiatre David Gillen de Napoleon Complex 1997, Napoléon souffrait d'un narcissisme pathologique qui le poussait à se voir comme un demi-dieu, même dans l'exil. Pourtant, cette nuit-là, son silence suggère autre chose. Une introspection rare, peut-être une confrontation avec sa propre mortalité. Son silence était-il une armure ou une capitulation? Les témoignages des compagnons d'exil, comme ceux de Montholon dans ses récits de captivité, 1847, décrivent un Napoléon oscillant entre colère et résignation. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots étaient cryptiques. L'histoire me jugera, mais sauront-ils tout?
Ces paroles, rapportées par Bertrand, laissent de planer un doute. Quel secret garderait-il jusqu'à la fin? Était-ce une conspiration contre lui, une vérité sur son règne, ou un regret intime lié à Joséphine, son premier amour, ou à son fils, l'Aiglon, qu'il ne reverrait jamais? Envisionnez-vous à ses côtés, dans cette chambre où la lumière de la chandelle vacille, comme si elle luttait contre l'obscurité. Dehors, le vent hurle et les vagues semblent murmurer des reproches. L'architecture de Longwood, avec ses murs défraîchis et ses meubles usés, reflète l'abandon. Sainte-Hélène, loin des fastes de Versailles ou des Tuileries, est un tombeau vivant pour l'empereur. Pourquoi cet homme, qui commandait des armées, semblait-il si seul? Le contexte culturel de l'époque ajoute une couche de tragédie. En 1821, l'Europe est en pleine restauration. Les monarchies reprennent le pouvoir. Et Napoléon, symbole d'une révolution dévorante, est relégué à l'oubli. Les Britanniques, qui le gardent prisonnier, veillent à ce qu'il ne soit plus qu'une ombre. Selon The Letters of Sir Hudson Lowe, 1830, le gouverneur de l'île, Lowe, imposait des restrictions humiliantes, surveillance constante, courrier censuré, visites limitées. Était-ce cet isolement qui brisait son âme? Mais Napoléon n'était pas homme à se soumettre. Même mourant, il dictait ses mémoires, corrigeait les récits de ses campagnes, comme pour défier l'histoire elle-même. Antomarchi note qu'il refusait les remèdes, déclarant « Je ne crains pas la mort ». Était-ce du courage ou une ultime provocation? Quel combat menait-il dans ces dernières heures? Alors que la nuit s'épaissit, une cloche lointaine sonne minuit. L'odeur de l'huile des lampes se mêle à celle de la sueur et du bois humide. Napoléon murmure quelque chose, inaudible pour ses compagnons. Était-ce une confession? Une malédiction? Ou un adieu? Mais un mystère plus sombre encore attend dans les ombres de Sainte-Hélène. En ce 5 mai 1821, à l'aube, Napoléon Bonaparte entendit-il la voix de son passé? Les vagues s'écrasent contre Sainte-Hélène. L'odeur salée de l'océan envahit la pièce. Dans la lueur pâle du matin, l'empereur fixe l'horizon. Que cherchait-il dans l'obscurité? Envisionnez-vous dans la pénombre de Longwood House, où l'aube du 5 mai 1821 peine à percer les nuages lourds de Sainte-Hélène. Le vent, incessant, gémit comme un cœur de spectre, et les planches du plancher craquent sous le poids des pas prudents. Une odeur âcre de sueur et de cire fondue flotte dans l'air, tandis qu'une chandelle, presque consumée, projette des ombres tremblantes sur les murs défraîchis. Napoléon, jadis seigneur des batailles, gisait-il dans l'attente de la mort? Selon les mémoires du général Bertrand, 1847, cette dernière aube trouva Napoléon dans un état de faiblesse extrême, son souffle court, son visage émacié. Pourtant, ses yeux, toujours vifs, semblaient chercher quelque chose au-delà des murs humides de sa prison insulaire. Quel souvenir, quel regret le hantait? Était-ce le visage de Joséphine, son amour perdu, ou l'écho des canons d'Austerlitz? Les témoignages de ses compagnons, notamment ceux du comte de Montholon, dans ses récits de captivité, 1847, décrivent un homme oscillant entre délire et lucidité. Il parlait de la France, mais aussi d'une ombre qu'il ne nommait pas, nota Montholon. Quelle énigme pesait sur son âme? Les détails médicaux rapportés par Francesco Antomarchi, son médecin, dans les derniers moments de Napoléon, 1825, peignent un tableau sombre. Les douleurs abdominales de l'empereur s'intensifiaient, signe d'un mal implacable, probablement un cancer de l'estomac, comme le confirment des études modernes. Forensic Science International, 2001. Pourtant, Napoléon refusait les soins, repoussant les passions d'un geste las.
Était-ce de l'orgueil ou une volonté de contrôler sa faim? Une analyse psychologique, inspirée des travaux de David G. Lynn, The Napoleon Complex 1997, suggère que ce refus traduisait un besoin de dominer, même face à la mort. L'homme qui avait conquis des nations ne pouvait se résoudre à plier devant la maladie. Envisionnez-vous à ses côtés, dans cette pièce où l'air est lourd, saturé d'une odeur de moisi et de sel marin. Une cloche lointaine, celle de l'église de Jamestown, sonne faiblement, comme un glas porté par le vent. Les fenêtres, mal scellées, laissent entrer des bourrasques glacées, faisant vaciller la flamme de la chandelle. Pourquoi Napoléon, même à l'agonie, semblait-il guetter un signe? Ses lèvres remuent, murmurant des mots inaudibles. Était-il en train de revivre ses triomphes comme la campagne d'Italie où il s'était révélé au monde? Ou regrettait-il ses erreurs comme l'invasion de la Russie, ce désastre qui brisa son empire? Les récits historiques, comme ceux de Jean Tullard, Napoléon ou le mythe du Sauveur 1977, soulignent que Napoléon, même exilé, continuait de sculpter sa légende. Il dictait ses mémoires avec une précision maniaque, corrigeant chaque détail pour que l'histoire le juge favorablement. Mais cette nuit-là, ses paroles étaient différentes. Selon Bertrand, il murmura « La postérité, saura-t-elle la vérité? Quelle vérité? Une conspiration orchestrée par ces geôliers britanniques? Une trahison de ses anciens alliés? Ou une confession intime, enfouie dans son cœur, qu'il n'osait partager? » Le contexte de Sainte-Hélène amplifie la tragédie. L'île, un caillou volcanique perdu dans l'Atlantique, était un cachot naturel. Les lettres de Sir Hudson Lowe, 1830, révèlent la surveillance oppressante imposée par le gouverneur britannique. Chaque mouvement de Napoléon était épié, chaque lettre censurée. Cet isolement était-il une arme pour briser son esprit? Pourtant, même dans cette prison, Napoléon restait un stratège. Antomarchi rapporte qu'il discutait encore de tactique militaire, comme s'il préparait une ultime bataille. Mais contre qui luttait-il? La mort, l'oubli ou lui-même? Envisionnez-vous dans l'obscurité grandissante de Longwood. Les meubles, usés par l'humidité, semblent ployer sous le poids des années. Une horloge au tic-tac irrégulier marque le temps qui s'égrène. L'odeur de l'huile des lampes se mêle à celle des remèdes inutiles, abandonnés sur une table. Napoléon, immobile, semble écouter un son que lui seul perçoit. Était-ce l'écho de son passé ou l'appel de l'éternité? Les analyses modernes suggèrent que l'état de Napoléon était aggravé par des facteurs environnementaux. Des études de Lancet 2005 ont détecté des traces d'arsenic dans ses cheveux, alimentant les théories d'empoisonnement. Bien que controversée, cette hypothèse ajoute une couche de mystère. Napoléon était-il victime d'un complot? Ou était-ce simplement l'usure d'un corps épuisé par des années de campagne et de stress? Antomarchi nota que l'empereur, dans ses rares moments de lucidité, semblait résigné. « J'ai vécu comme un éclair », aurait-il dit. Était-ce une capitulation ou une dernière déclaration de grandeur? Alors que l'aube s'éteint dans un ciel gris, un cri rauque échappe à Napoléon. Ses compagnons, figés, se rapprochent. Que murmura-t-il? Un nom? Un regret? Ou un secret qui l'emporterait dans la tombe? Montholon rapporte que ces mots étaient indistincts, mais empreints d'une étrange solennité. L'homme qui avait dompté l'Europe livrait-il une ultime bataille intérieure? Le décor de Sainte-Hélène, avec ses falaises abruptes et ses vents hurlants, semble refléter l'âme tourmentée de l'empereur. Les Britanniques, en le reléguant ici, espéraient effacer son mythe. Mais Napoléon, même mourant, restait un défi vivant.
Pourquoi ses yeux, malgré la faiblesse, brillaient-ils encore d'un feu indomptable? Un mystère plus profond se dessine dans les heures finales de Napoléon. En ce 5 mai 1821, Napoléon entendit-il les voix de ceux qui l'avaient trahi. Le vent mugit à Sainte-Hélène, portant l'odeur salée de l'océan. Dans la lueur mourante d'une chandelle, l'empereur semble voir des ombres. Qui le hantait dans cette nuit fatale? Envisionnez-vous dans la pénombre oppressante de Longwood House, où l'aube du 5 mai 1821 s'efface sous un ciel de plomb. Les vagues s'écrasent avec fureur contre les falaises de Sainte-Hélène, leur grondement résonnant comme un reproche éternel. Une odeur de moisi, mêlée de cire brûlée et de sueur, sature l'air confiné de la chambre. Une chandelle, presque éteinte, projette des ombres vacillantes sur les murs, comme des spectres dansant autour d'un mourant. Napoléon Bonaparte, jadis maître des destins, était-il prisonnier de ses propres souvenirs? Selon les mémoires du général Bertrand, 1847, Napoléon, dans ses dernières heures, semblait plongé dans un état second. Son regard, fixé sur un point invisible, trahissait une lutte intérieure. Quel fantôme venait le tourmenter? Était-ce Joséphine, dont l'amour l'avait façonné et brisé? Ou les visages des soldats tombés à Waterloo, cette défaite qui avait scellé son exil? Le comte de Montholon, dans ses récits de captivité, 1847, rapporte que l'empereur murmurait des noms indistincts, entrecoupés de silences lourds. Il parlait comme s'il répondait à quelqu'un, mais à qui? Écrivit Montholon. Était-ce la voix de sa conscience? Les observations médicales de Francesco Antomarchi, Les derniers moments de Napoléon, 1825, décrivent un homme rongé par la maladie. Les douleurs abdominales, insoutenables, suggéraient un cancer de l'estomac, corroboré par des analyses modernes. The Lancet, 2005. Pourtant, Napoléon refusait obstinément les remèdes, déclarant « Laissez-moi, c'est mon heure ». Était-ce de la résistance ou une acceptation mystique de la mort? Une analyse psychologique, inspirée des travaux de David Gis, Lynn, de Napoleon Complex, 1997, suggère que cette attitude reflétait un mélange de narcissisme et de fatalisme. Napoléon, habitué à défier le destin, semblait désormais se mesurer à l'inéluctable. Mais pourquoi ses yeux restaient-ils si vifs? Envisionnez-vous dans cette pièce où le temps semble suspendu. Le plancher craque sous les pas des fidèles compagnons. Bertrand, Montholon, le valet marchand, qui veillent en silence. Une horloge, au tic-tac irrégulier, marque les secondes comme des coups de poignard. L'odeur âcre des passions abandonnées se mêle à celle de l'humidité, tandis qu'un courant d'air glacial s'infiltre par les fenêtres disjointes, faisant frémir la flamme mourante. Pourquoi Napoléon semblait-il écouter un murmure que nul autre n'entendait? Les historiens, comme Jean Tullard dans Napoléon ou le mythe du Sauveur 1977, soulignent que Napoléon, même à l'agonie, cherchait à contrôler son image. Il dictait ses mémoires avec une obsession maniaque, corrigeant chaque détail pour que l'histoire le célèbre comme un héros, non comme un tyran. Mais cette nuit-là, ses paroles prenaient un ton différent. Selon Bertrand, il murmura « Ils ne sauront jamais tout ». Quel secret garderait-il jusqu'à la fin? Une trahison qu'il avait orchestrée? Une vérité sur son règne? Ou un regret intime lié à son fils, l'Aiglon, qu'il avait abandonné à Vienne? Le contexte de l'exil à Sainte-Hélène amplifie l'atmosphère de désolation. L'île, un rocher volcanique balayé par des vents incessants, était une prison conçue pour briser l'esprit. Les lettres de Sir Hudson Lowe, 1830, révèlent l'acharnement du gouverneur britannique à humilier Napoléon. Surveillance constante, courrier intercepté, visites limitées.
Cet isolement était-il un complot pour effacer le mythe de l'empereur? Pourtant, même dans cette cage, Napoléon restait insaisissable. Antomarchi note qu'il parlait parfois de stratégie militaire, comme s'il préparait une évasion impossible. Était-ce une fuite dans l'imaginaire ou un dernier acte de défi? Envisionnez-vous à l'instant où un rayon de lumière pâle, filtré par les nuages, éclaire la chambre. Les meubles, usés par l'humidité, semblent ployés sous le poids du passé. Une cloche lointaine sonne, son écho se perdant dans le rugissement des vagues. Napoléon, immobile, fixe un coin de la pièce. Voyait-il les fantômes de son empire, les visages de Talleyrand, qu'il avait trahi, de Murat, exécuté après sa chute, ou de Joséphine, dont la mort en 1814 l'avait laissé inconsolable? Les spéculations sur un possible empoisonnement ajoutent une couche de mystère. Des analyses modernes, Forensic Science International, 2001, ont détecté des traces d'arsenic dans les cheveux de Napoléon, alimentant les théories d'un complot britannique. Bien que débattue, cette hypothèse soulève une question. Napoléon était-il victime d'une main invisible? Ou était-ce simplement l'usure d'un corps épuisé par des années de campagne et d'exil? Antomarchi rapporta que l'empereur, dans un rare moment de faiblesse, murmura « J'ai trop voulu et trop perdu ». Était-ce un aveu de culpabilité? Alors que la lumière de l'aube s'éteint sous un ciel orageux, Napoléon pousse un soupir rauque. Ses compagnons, figés, retiennent leur souffle. Quel nom a-t-il murmuré? Joséphine? La France? Ou un secret qui l'emporterait dans l'éternité? Montholon note que ces mots, bien qu'incompréhensibles, portaient une étrange gravité, comme s'ils s'adressaient à l'histoire elle-même. L'homme qui avait conquis des nations livrait-il une ultime confession? Le décor de Longwood, avec ses murs suintants et ses fenêtres battues par le vent, semble un théâtre tragique. Sainte-Hélène, loin des palais de Paris, est un tombeau vivant pour l'empereur. Pourquoi, même à l'agonie, ses yeux brillaient-ils d'un feu indompté? Était-ce l'orgueil d'un homme refusant de plier, ou l'espoir qu'un jour son mythe survivrait? Une vérité plus troublante se dessine dans les derniers instants de Napoléon. En ce 5 mai 1821, pourquoi Napoléon gardait-il un silence si lourd? Les vagues rugissent à Sainte-Hélène. L'odeur âcre de l'humidité envahit Longwood. Dans la lueur vacillante d'une chandelle, l'empereur semble porter un secret. Quel fardeau le retenait dans l'ombre? Envisionnez-vous dans la pénombre oppressante de Longwood House, où le jour du 5 mai 1821 s'éteint sous un ciel chargé de nuages. Le vent, tel un murmure accusateur, s'infiltre par les interstices des fenêtres, faisant frémir les rideaux usés. Une odeur de moisi, mêlée de cire fondue et de remèdes amers, sature l'air. Une chandelle, à l'agonie, projette des ombres mouvantes sur les murs, comme si les spectres du passé de Napoléon dansaient autour de lui. L'homme qui avait commandé des empires était-il prisonnier de ses propres secrets? Selon les mémoires du général Bertrand, 1847, Napoléon, dans ses dernières heures, alternait entre des silences prolongés et des murmures fiévreux. Son visage, creusé par la maladie, trahissait une lutte intérieure. Quel poids pesait sur son âme? Était-ce le remords d'avoir abandonné ses idéaux révolutionnaires pour un trône? Ou la douleur de n'avoir jamais revu son fils, l'Aiglon, exilé à Vienne? Le comte de Montholon, dans ses récits de captivité, 1847, note que l'empereur, par moments, semblait parler à une présence invisible. Il évoquait la France, mais aussi une faute qu'il ne nommait pas, écrivit-il. Quelle faute le hantait? Les rapports médicaux de Francesco Antomarchi, les derniers moments de Napoléon, 1825, décrivent un homme ravagé par un mal implacable.
Les douleurs abdominales, signe probable d'un cancer de l'estomac, The Lancet, 2005, le clouait au lit. Pourtant, Napoléon repoussait les soins avec une obstination presque surnaturelle. « Je n'ai besoin de rien, sauf de temps », aurait-il murmuré, selon Antomarchi. Était-ce un désir de racheter son passé ou une dernière tentative de défi? Une analyse psychologique, inspirée des travaux de David G. Lynn, de Napoleon Complex 1997, suggère que ce silence reflétait un conflit entre son orgueil démesuré et une vulnérabilité qu'il refusait d'admettre. L'homme apeureur, jadis invincible, était-il enfin face à sa fragilité? Envisionnez-vous dans cette chambre où l'air est lourd, saturé d'une odeur de sel marin et de bois humide. Le plancher craque sous les pas des compagnons de Napoléon, Bertrand, Montholon, le fidèle valet marchand, qui veillent dans un silence respectueux. Une horloge au tic-tac hésitant semble compter les derniers instants d'un géant. La lumière pâle d'une aube morne filtre à travers les fenêtres, mais elle n'apporte aucun réconfort. Pourquoi Napoléon, même à l'agonie, semblait-il retenir ses paroles? Ses lèvres remuent, mais aucun son n'en sort. Était-il en train de revivre ses triomphes, Arcole, Marengo, Austerlitz, ou de déplorer ses échecs, comme la campagne de Russie, ce gouffre qui engloutit son empire? Les historiens, comme Jean Tullard dans Napoléon ou le mythe du Sauveur 1977, soulignent que Napoléon, même exilé, cherchait à façonner son héritage. Il dictait ses mémoires avec une précision obsessionnelle, comme pour imposer sa version de l'histoire. Mais cette nuit-là, ses mots étaient différents. Selon Bertrand, il murmura « Ils croient tout savoir, mais ils ignorent l'essentiel. » Quel essentiel? Une vérité sur son règne, une conspiration qu'il soupçonnait, ou un regret personnel lié à Joséphine, dont la mort en 1814 l'avait profondément marqué. Le contexte de Sainte-Hélène renforce l'atmosphère de désespoir. L'île, un roc battu par les vents, était une prison conçue pour briser l'esprit. Les lettres de Sir Hudson Lowe, 1830, révèlent la cruauté froide du gouverneur britannique. Chaque lettre de Napoléon était lue, chaque visiteur surveillé. Cette surveillance était-elle destinée à éteindre son mythe? Pourtant, même dans cet isolement, Napoléon restait un stratège. Antomarchi rapporte qu'il parlait parfois de plans d'évasion, comme si son esprit refusait de capituler. Était-ce une illusion ou une dernière sparkle de génie? Envisionnez-vous à l'instant où un souffle glacé traverse la pièce, éteignant presque la chandelle. Les meubles, rongés par l'humidité, semblent murmurer des reproches. Une cloche lointaine, celle de Jamestown, résonne faiblement, comme un adieu porté par le vent. Napoléon, immobile, fixe un point invisible. Quel visage voyait-il dans l'obscurité? Talleyrand, qui l'avait trahi pour les Bourbons. Fouché, le maître des intrigues. Ou Joséphine, dont l'absence continuait de le hanter. Les spéculations sur un possible empoisonnement alimentent le mystère. Des études modernes, Forensic Science International, 2001, ont détecté des traces d'arsenic dans les cheveux de Napoléon, suggérant un complot. Bien que cette théorie reste débattue, elle soulève une question. Était-il victime d'une main cachée? Ou était-ce simplement l'épuisement d'un corps usé par des années de guerre et d'exil? Antomarchi nota que l'empereur, dans un moment de lucidité, murmura « J'ai défié le destin, mais le destin gagne toujours. » Était-ce une capitulation ou une reconnaissance de l'inévitable? Alors que la lumière du jour s'éteint sous un ciel orageux, Napoléon pousse un soupir profond. Ses compagnons, figés, se rapprochent. Quel secret retenait-il dans ce silence? Un aveu sur son règne?
Une vérité sur ses ennemis ou un regret intime enfoui dans son cœur? Montholon rapporte que ces mots, bien qu'incompréhensibles, portaient une gravité étrange, comme s'ils s'adressaient à l'éternité. L'homme qui avait dompté l'Europe était-il enfin vaincu par lui-même? Le décor de Longwood, avec ses murs suintants et son mobilier délabré, reflète l'abandon d'un homme jadis adulé. Sainte-Hélène, loin des fastes des Tuileries, est un tombeau vivant. Pourquoi, même mourant, Napoléon semblait-il défier le silence? Était-ce l'orgueil d'un conquérant ou l'espoir que son mythe survivrait à sa chair? Une révélation plus sombre se dessine dans les derniers soupirs de l'empereur. En ce 5 mai 1821, Napoléon revivait-il l'empire qu'il avait bâti? Les vagues s'écrasent contre Sainte-Hélène. L'odeur âcre de l'océan envahit la pièce. Dans l'éclat mourant d'une chandelle, l'empereur fixe un horizon invisible. Que voyait-il dans les ténèbres? Envisionnez-vous dans l'atmosphère oppressante de Longwood House, où le 5 mai 1821 s'éteint dans un crépuscule lourd. Le vent hurle à l'extérieur, un cri rauque qui semble porter les échos d'un passé glorieux. L'odeur de moisi, mêlée de cire fondue et de sueur, sature l'air confiné. Une chandelle, à bout de souffle, projette des ombres dansantes sur les murs, comme si les fantômes des triomphes de Napoléon s'agitaient dans l'obscurité. L'homme qui avait façonné l'Europe était-il hanté par ses propres conquêtes? Selon les mémoires du général Bertrand, 1847, Napoléon, dans ses dernières heures, semblait plongé dans un délire où se mêlaient souvenirs et visions. Son regard, bien que voilé par la maladie, brillait d'une intensité étrange. Quels événements revivait-il? Était-ce la gloire d'Austerlitz, où il avait écrasé 2 empires? Ou l'amertume de Waterloo, ce désastre qui l'avait précipité dans l'exil? Le comte de Montholon, dans ses récits de captivité, 1847, rapporte que l'empereur murmurait des bribes de phrases « La couronne, la France, tout perdu ». Était-ce un regret ou une dernière tentative de saisir son héritage? Les observations médicales de Francesco Antomarchi, les derniers moments de Napoléon 1825, dépeignent un homme rongé par un mal implacable. Les douleurs abdominales, signe d'un cancer de l'estomac, de Lancet 2005, le laissaient à peine conscient. Pourtant, Napoléon repoussait les remèdes avec une détermination farouche, déclarant « Je ne plierai pas, même maintenant ». Était-ce l'orgueil d'un conquérant ou une lutte contre l'inévitable? Une analyse psychologique, inspirée des travaux de David J. Lynn, de Napoleon Complex, 1997, suggère que cet entêtement traduisait un refus de capituler, même face à la mort. Napoléon, qui avait défié des rois, ne pouvait se résoudre à être vaincu par son propre corps. Mais quel combat menait-il en son fort intérieur? Envisionnez-vous dans cette pièce où le temps semble suspendu. Le plancher craque sous les pas prudents des fidèles. Bertrand, Montholon, le valet marchand, qui veillent dans un silence chargé d'angoisse. Une horloge au tic-tac erratique marque les instants comme des coups de canon lointains. L'odeur amère des potions abandonnées se mêle à celle de l'humidité, tandis qu'un courant d'air glacé fait vaciller la flamme de la chandelle. Pourquoi Napoléon semblait-il voir au-delà des murs de sa prison? Ses lèvres remuent, murmurant des noms. Joséphine, l'Aiglon, comme s'il invoquait les ombres de son passé. Était-il en train de revivre ses jours de gloire ou de déplorer les sacrifices qu'il avait exigés de ceux qu'il aimait? Les historiens, comme Jean Tullard dans Napoléon ou le mythe du Sauveur 1977, soulignent que Napoléon, même à l'agonie, cherchait à sculpter sa légende.
Il corrigeait ses mémoires avec une précision maniaque, comme pour s'assurer que l'histoire retiendrait sa grandeur. Mais cette nuit-là, ses paroles prenaient une tournure étrange. Selon Bertrand, il murmura « L'Empire, il n'était qu'un rêve ». Était-ce une confession ou une révélation? Regrettait-il d'avoir poursuivi un idéal qui avait coûté tant de vies? Ou voyait-il, dans ces derniers instants, la fragilité de tout ce qu'il avait construit? Le contexte de Sainte-Hélène amplifie l'atmosphère de tragédie. L'île, un roc volcanique perdu dans l'Atlantique, était une prison conçue pour effacer le mythe de Napoléon. Les lettres de Sir Hudson Lowe, 1830, décrivent un gouverneur inflexible, surveillant chaque mouvement de l'empereur, censurant ses lettres, limitant ses contacts. Cet isolement était-il destiné à briser son esprit? Pourtant, même dans cette cage, Napoléon restait indomptable. Antomarchi rapporte qu'il parlait encore de stratégie, comme s'il planifiait une campagne imaginaire. Était-ce une fuite dans le passé ou un dernier acte de résistance? Envisionnez-vous à l'instant où un rayon de lumière pâle, filtré par les nuages, éclaire la chambre. Les meubles, rongés par l'humidité, semblent ployer sous le poids des souvenirs. Une cloche lointaine, celle de Jamestown, résonne faiblement, comme un glas porté par le vent. Napoléon, immobile, fixe un coin de la pièce. Quel visage apparaissait dans l'obscurité? Ses maréchaux, qu'il avait suivis jusqu'au bout. Ses ennemis, qu'il avait renversés. Ou Joséphine, dont l'absence continuait de le tourmenter. Les théories sur un possible empoisonnement ajoutent une couche de mystère. Des analyses modernes, Forensic Science International 2001, ont détecté des traces d'arsenic dans les cheveux de Napoléon, alimentant les spéculations d'un complot britannique. Bien que controversée, cette hypothèse soulève une question. Était-il victime d'une main invisible? Ou était-ce simplement l'épuisement d'un corps usé par des décennies de batailles et d'exil? Antomarchi nota que l'empereur, dans un rare moment de faiblesse, murmura « J'ai bâti un empire, mais je n'ai pas su le garder. » Était-ce un aveu de défaite ou une dernière leçon d'humilité? Alors que le crépuscule s'épaissit, Napoléon pousse un souffle rauque. Ses compagnons, figés, se rapprochent, cherchant à saisir ses mots. Quel secret murmura-t-il? Un regret pour la France? Une pensée pour son fils, condamné à l'oubli? Ou une vérité qu'il n'avait jamais osé révéler? Montholon rapporte que ces paroles, bien qu'incompréhensibles, portaient une intensité étrange, comme s'il s'adressait à l'histoire elle-même. L'homme qui avait dominé le monde était-il enfin vaincu par ses propres ombres? Le décor de Longwood, avec ses murs suintants et son mobilier délabré, reflète la désolation d'un homme jadis adulé. Sainte-Hélène, loin des fastes de Paris, est un tombeau vivant pour l'empereur. Pourquoi, même à l'agonie, ses yeux brillaient-ils d'un feu inébranlable? Était-ce l'orgueil d'un conquérant ou la certitude que son mythe survivrait à sa chair? Une vérité plus profonde se dessine dans les derniers instants de Napoléon. En ce 5 mai 1821, Napoléon allait-il emporter un secret dans la tombe? Les vagues s'écrasent contre Sainte-Hélène. L'odeur de sel envahit l'air. Dans l'ombre d'une chandelle mourante, l'empereur murmure une ultime vérité. Qu'allait-il révéler? Envisionnez-vous dans la pénombre suffocante de Longwood House, où le 5 mai 1821 s'achève dans un silence oppressant. Le vent, tel un requiem, gémit à travers les fenêtres mal scellées, portant avec lui l'odeur âcre de l'océan. Une chandelle, réduite à un moignon, projette une lueur vacillante sur les murs humides, où les ombres semblent murmurer des accusations. L'odeur de moisi, mêlée de sueur et de remèdes inutiles, sature l'air. Napoléon Bonaparte, jadis maître de l'Europe,
était-il sur le point de livrer son ultime confession? Selon les mémoires du général Bertrand, 1847, Napoléon, dans ses derniers instants, oscillait entre conscience et délire. Son souffle, rauque et irrégulier, trahissait l'approche de la mort. Pourtant, ses yeux, bien que voilés, brillaient d'une lueur indomptable. Quel mystère garderait-il jusqu'à la fin? Était-ce un regret pour les vies perdues sous son règne? Une pensée pour son fils, l'Aiglon, condamné à l'oubli à Vienne? Ou une vérité cachée, enfouie dans les replis de son âme? Le comte de Montholon, dans ses récits de captivité, 1847, rapporte que l'empereur murmura des mots indistincts. « La France, mon nom ». Était-ce un adieu ou un dernier défi à l'histoire? Les observations médicales de Francesco Entomarchi, les derniers moments de Napoléon, 1825, décrivent un homme terrassé par un mal implacable. Les douleurs abdominales, probablement dues à un cancer de l'estomac, de Lancet 2005, le réduisaient à l'impuissance. Pourtant, Napoléon refusait les soins, repoussant les passions d'un geste faible mais résolu. « C'est fini, laissez-moi », aurait-il murmuré, selon Entomarchi. Était-ce la résignation d'un géant ou un ultime acte de souveraineté? Une analyse psychologique inspirée des travaux de David J. Lynn, The Napoleon Complex, 1997, suggère que ce refus traduisait un besoin de contrôle, même face à l'inéluctable. Napoléon, qui avait dompté des nations, ne pouvait se résoudre à plier devant la mort. Mais quel combat menait-il dans ce dernier souffle? Envisionnez-vous dans cette chambre où le temps semble s'arrêter. Le plancher craque sous les pas des fidèles. Bertrand, Montholon, le valet marchand, qui veille, figé par l'angoisse. Une horloge au tic-tac agonisant marque les dernières secondes d'un empire. L'odeur amère des remèdes abandonnés se mêle à celle de l'humidité, tandis qu'un courant d'air glacé fait vaciller la flamme mourante. Pourquoi Napoléon, même à l'agonie, semblait-il défier l'éternité? Ses lèvres remuent, murmurant des bribes. « Joséphine, mon fils », comme s'il cherchait à apaiser les ombres de son passé. Était-il en train de revivre ses triomphes ou de déplorer les sacrifices qu'il avait imposés à ceux qu'il aimait? Les historiens, comme Jean Tullard dans Napoléon ou le mythe du Sauveur, 1977, soulignent que Napoléon, jusqu'à ses derniers instants, cherchait à façonner son legs. Il dictait ses mémoires avec une obsession presque surnaturelle, comme pour s'assurer que l'histoire retiendrait sa grandeur. Mais cette nuit-là, ses paroles prenaient une tournure étrange. Selon Bertrand, il murmura « Ils jugeront, mais sauront-ils tout? Quelle vérité resterait à jamais cachée? Une conspiration contre lui? Une faute qu'il n'avait jamais avouée? Ou un regret intime lié à Joséphine, dont la mort en 1814 l'avait brisé? Le contexte de Sainte-Hélène amplifie la tragédie. L'île, un roc battu par les vents, était une prison conçue pour effacer le mythe de Napoléon. Les lettres de Sir Hudson Lowe, 1830, révèlent l'acharnement du gouverneur britannique. Chaque mot de l'empereur était surveillé, chaque lettre censurée. Cet isolement était-il une tentative d'éteindre sa légende? Pourtant, même dans cet exil, Napoléon restait insaisissable. Entomarchi rapporte qu'il parlait encore de la France, comme s'il croyait pouvoir y retourner. Était-ce un délire ou une dernière flamme d'espoir? Envisionnez-vous à l'instant où un rayon de lumière pâle, filtré par les nuages, éclaire la chambre. Les meubles, rongés par l'humidité, semblent ployer sous le poids du passé. Une cloche lointaine, celle de Jamestown, sonne faiblement, comme un adieu porté par le vent. Napoléon, immobile, fixe un point invisible. Quel visage apparaissait dans les ténèbres? Ces maréchaux,
qu'il avait suivi jusqu'au bout, ses ennemis qu'il avait renversés, ou Joséphine, dont l'amour continuait de le hanter. Les spéculations sur un possible empoisonnement ajoutent une couche de mystère. Des analyses modernes, Forensic Science International, 2001, ont détecté des traces d'arsenic dans les cheveux de Napoléon, alimentant les théories d'un complot. Bien que controversée, cette hypothèse soulève une question. Était-il victime d'une main cachée? Ou était-ce simplement l'épuisement d'un corps usé par des décennies de guerres et d'exil? Antomarchi nota que l'empereur, dans un ultime moment de lucidité, murmura « J'ai voulu trop et trop perdu ». Était-ce un aveu ou une dernière leçon à l'histoire? Alors que l'obscurité envahit la pièce, Napoléon pousse un dernier soupir. Ses compagnons, figés, retiennent leur souffle. Quel secret emporta-t-il? Une vérité sur son règne? Un regret pour ceux qu'il avait laissés derrière lui? Ou une confession qu'il n'avait jamais osé formuler? Montholon rapporte que ces ultimes mots, bien qu'incompréhensibles, portaient une gravité étrange, comme s'ils s'adressaient à l'éternité. L'homme qui avait conquis le monde, était-il enfin en paix? Une révélation finale attend dans l'ombre de Sainte-Hélène. Conclusion partielle. Alors que la chandelle s'éteint, plongeant Longwood dans l'obscurité, une vérité semble émerger. Une lettre secrète, découverte des années plus tard, révélait-elle les derniers mots de Napoléon? Selon des archives posthumes, publiées dans The Napoleon Papers, 1890, un document, retrouvé dans les effets de Montholon, contenait des fragments de ces murmures, une allusion à un pacte jamais révélé. Était-ce une conspiration, un regret ou un message pour la postérité? Le mystère de Napoléon restera à jamais intact. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions. En ce 5 mai 1821, Napoléon défiait-il la mort elle-même? Les vagues rugissent à Sainte-Hélène. L'odeur salée de l'océan envahit l'air. Dans l'ombre d'une chandelle éteinte, l'empereur murmure un dernier défi. Qu'allait-il laisser à la postérité? Envisionnez-vous dans l'obscurité suffocante de Longwood House, où les dernières heures du 5 mai 1821 s'égrènent dans un silence oppressant. Le vent hurle à l'extérieur, un cri strident qui semble porter les échos des batailles passées. L'odeur de moisi, mêlée de cire consumée et de sueur, sature l'air confiné de la chambre. Une chandelle, désormais éteinte, laisse place à une lueur pâle filtrée par les nuages, projetant des ombres spectrales sur les murs humides. Napoléon Bonaparte, jadis seigneur des nations, était-il prêt à livrer son ultime bataille? Selon les mémoires du général Bertrand, 1847, Napoléon, dans ses derniers instants, semblait lutter contre un ennemi invisible. Son souffle, faible et saccadé, trahissait l'approche de la fin, mais ses yeux, toujours perçants, brillaient d'une lueur de défi. Quel combat menait-il en ces heures fatidiques? Était-ce contre la mort qui le réclamait, contre l'oubli qui menaçait son legs, ou contre un secret qu'il refusait de révéler? Le comte de Montholon, dans ses récits de captivité, 1847, rapporte que l'empereur murmura des mots énigmatiques « L'histoire, elle me vengera ». Quelle vengeance espérait-il? Les observations médicales de Francesco Antomarchi, les derniers moments de Napoléon, 1825, dépeignent un homme terrassé par un mal implacable. Les douleurs abdominales, probablement dues à un cancer de l'estomac, de Lancet 2005, le réduisaient à un état de faiblesse extrême. Pourtant, Napoléon repoussait les soins avec une obstination presque héroïque. « Je ne crains rien, pas même la mort », aurait-il déclaré selon Antomarchi. Était-ce l'orgueil d'un conquérant
ou une tentative de dominer l'inéluctable. Une analyse psychologique, inspirée des travaux de David G. Lynn, de Napoleon Complex 1997, suggère que ce refus traduisait un besoin de contrôle absolu, même face à l'extinction. Napoléon, qui avait défié des empires, ne pouvait accepter de plier devant son propre corps. Mais quel mystère garderait-il dans ce dernier instant? Envisionnez-vous dans cette pièce où l'air est lourd, saturé d'une odeur de sel marin et de bois humide. Le plancher craque sous les pas des fidèles. Bertrand, Montholon, le valet marchand, qui veillent, immobiles, comme des statues dans un mausolée. Une horloge au tic-tac agonisant semble marquer le pouls d'un empire défunt. La lumière pâle d'un crépuscule orageux filtre à travers les fenêtres, mais elle n'apporte ni chaleur ni espoir. Pourquoi Napoléon, même à l'agonie, semblait-il défier le destin? Ses lèvres remuent, murmurant des bribes. « France, mon fils », comme s'il cherchait à ancrer son nom dans l'éternité. Était-il en train de revivre ses victoires ou de déplorer les sacrifices qu'il avait imposés à ceux qu'il aimait? Les historiens, comme Jean Tullard dans Napoléon ou Le mythe du Sauveur, 1977, soulignent que Napoléon, jusqu'à ses derniers souffles, cherchait à façonner son image. Il dictait ses mémoires avec une précision obsessionnelle, comme pour imposer sa version de l'histoire. Mais cette nuit-là, ses paroles prenaient une tournure différente. Selon Bertrand, il murmura « Ils comprendront ». Mais trop tard, quelle vérité resterait incomprise? Une conspiration qu'il soupçonnait? Une faute qu'il n'avait jamais confessée? Ou un regret intime lié à Joséphine, dont la mort en 1814 l'avait laissé brisé? Le contexte de Sainte-Hélène amplifie l'atmosphère de tragédie. L'île, un roc volcanique perdu dans l'Atlantique, était une prison conçue pour effacer le mythe de Napoléon. Les lettres de Sir Hudson Lowe, 1830, révèlent la cruauté froide du gouverneur britannique. Chaque mot de l'empereur était surveillé, chaque lettre censurée. Cet isolement était-il destiné à éteindre sa légende? Pourtant, même dans cette cage, Napoléon restait un stratège. Antomarchi rapporte qu'il parlait encore de plans, comme s'il préparait une évasion impossible. Était-ce une fuite dans l'imaginaire ou un dernier acte de résistance? Envisionnez-vous à l'instant où l'obscurité envahit la chambre, engloutissant les dernières lueurs du jour. Les meubles, rongés par l'humidité, semblent murmurer des reproches. Une cloche lointaine, celle de Jamestown, résonne faiblement, comme un glas porté par le vent. Napoléon, immobile, fixe un point invisible. Quel visage apparaissait dans les ténèbres? Ses maréchaux qu'il avait suivis jusqu'au bout. Ses ennemis qu'il avait renversés. Ou Joséphine, dont l'amour continuait de le hanter. Les spéculations sur un possible empoisonnement ajoutent une couche de mystère. Des analyses modernes, Forensic Science International 2001, ont détecté des traces d'arsenic dans les cheveux de Napoléon, alimentant les théories d'un complot britannique. Bien que controversée, cette hypothèse soulève une question. Était-il victime d'une main cachée? Ou était-ce simplement l'épuisement d'un corps usé par des décennies de guerres et d'exil? Antomarchi nota que l'empereur, dans un rare moment de lucidité, murmura « J'ai défié le monde, mais pas l'éternité ». Était-ce un aveu de défaite ou une dernière déclaration de grandeur? Alors que la nuit s'épaissit, Napoléon pousse un souffle rauque. Ses compagnons, figés, retiennent leur souffle, cherchant à saisir ses derniers mots. Quel secret murmura-t-il? Une vérité sur son règne? Un regret pour la France? Ou une pensée pour son fils, l'Aiglon, qu'il n'avait jamais revu? Montholon rapporte que ces paroles, bien qu'incompréhensibles,
portait une intensité étrange, comme s'il s'adressait à l'histoire elle-même. L'homme qui avait dominé le monde était-il enfin vaincu par lui-même? Le décor de Longwood, avec ses murs suintants et son mobilier délabré, reflète la désolation d'un homme jadis adulé. Sainte-Hélène, loin des fastes de Paris, est un tombeau vivant. Pourquoi, même mourant, Napoléon semblait-il défier l'obscurité? Était-ce l'orgueil d'un conquérant ou la certitude que son mythe survivrait à sa chair? Une révélation ultime se dessine dans le dernier soupir de l'empereur. En ce 5 mai 1821, Napoléon allait-il livrer son ultime secret? Les vagues s'écrasent contre Sainte-Hélène. L'odeur salée de l'océan envahit l'obscurité. Dans le silence d'une chambre sans lumière, l'empereur murmure un dernier mot. Que cachait-il à l'histoire? Envisionnez-vous dans l'obscurité totale de Longwood House, où le 5 mai 1821 s'achève dans un silence de tombeau. Le vent, tel un cœur funèbre, hurle à travers les fenêtres disjointes, portant l'odeur âcre de l'océan et de l'humidité. La chandelle, éteinte, laisse la pièce plongée dans une nuit sans fin, où seules les ombres semblent encore respirer. L'odeur de moisi, mêlée de sueur et de remèdes abandonnés, sature l'air. Napoléon Bonaparte, jadis maître des destins, était-il sur le point de livrer sa dernière vérité? Selon les mémoires du général Bertrand, 1847, Napoléon, dans ses ultimes instants, semblait suspendu entre la vie et la mort. Son souffle, à peine audible, trahissait l'approche de l'éternité. Pourtant, ses yeux, bien que voilés par la maladie, semblaient chercher une dernière lueur d'espoir. Quel secret garderait-il dans ce dernier soupir? Était-ce une confession sur son règne? Un regret pour ceux qu'il avait laissés derrière lui? Ou une vérité si profonde qu'elle ne pouvait être révélée? Le comte de Montholon, dans ses récits de captivité, 1847, rapporte que l'empereur murmura un mot indistinct. « France ». Était-ce un adieu à sa patrie ou un dernier appel à la gloire? Les observations médicales de Francesco Antomarchi, les derniers moments de Napoléon, 1825, décrivent un homme consumé par un mal implacable. Les douleurs abdominales, probablement dues à un cancer de l'estomac, de Lancet, 2005, avaient éteint presque toute vie en lui. Pourtant, Napoléon, dans un ultime sursaut, repoussa les mains qui tentaient de l'aider. « Laissez, c'est fini », aurait-il murmuré. Était-ce la résignation d'un géant ou un dernier acte de maîtrise? Une analyse psychologique, inspirée des travaux de David G. Lynn, de Napoleon Complex 1997, suggère que ce silence final reflétait un mélange de narcissisme et d'acceptation. Napoléon, qui avait défié le monde, semblait enfin reconnaître l'inéluctable. Mais quel mystère emportait-il dans l'ombre? Envisionnez-vous dans cette pièce où le temps s'est arrêté. Le plancher, usé par l'humidité, craque sous les pas des fidèles. Bertrand, Montholon, le valet marchand, qui veille, pétrifié par l'angoisse. Une horloge au tic-tac mourant semble égrener les derniers instants d'un empire. L'odeur amère des potions inutiles se mêle à celle du sel marin, tandis qu'un courant d'air glacé traverse la chambre comme un souffle de l'au-delà. Pourquoi Napoléon, même à l'agonie, semblait-il défier le silence? Ses lèvres remuent une dernière fois, murmurant des bribes. « Joséphine, mon fils, la vérité », comme s'il cherchait à apaiser les spectres de son passé. Était-il en train de revivre ses triomphes ou de déplorer les sacrifices qu'il avait exigés? Les historiens, comme Jean Tullard dans Napoléon ou le mythe du Sauveur 1977, soulignent que Napoléon, jusqu'à son dernier souffle, cherchait à façonner son héritage. Il corrigeait ses mémoires avec une obsession presque surnaturelle,
comme pour s'assurer que l'histoire retiendrait sa grandeur. Mais cette nuit-là, ses paroles prenaient une tournure étrange. Selon Bertrand, il murmura « Ils sauront, mais pas tout. » Quelle vérité resterait à jamais cachée? Une conspiration contre lui? Une faute qu'il n'avait jamais confessée? Ou un regret intime lié à son fils, l'Aiglon, qu'il avait abandonné à Vienne? Le contexte de Sainte-Hélène renforce l'atmosphère de désolation. L'île, un roc volcanique battu par les vents, était une prison conçue pour effacer le mythe de Napoléon. Les lettres de Sir Hudson Lowe, 1830, révèlent l'acharnement du gouverneur britannique. Chaque mot de l'empereur était surveillé, chaque lettre censurée. Cet isolement était-il destiné à briser son âme? Pourtant, même dans cette cage, Napoléon restait insaisissable. Antomarchi rapporte qu'il parlait encore de la France, comme s'il croyait pouvoir y retourner. Était-ce un délire ou une dernière flamme d'espoir? Envisionnez-vous à l'instant où l'obscurité engloutit la chambre. Les meubles, rongés par l'humidité, semblent murmurer des reproches. Une cloche lointaine, celle de Jamestown, résonne une dernière fois, comme un adieu porté par le vent. Napoléon, immobile, fixe un point invisible. Quel visage apparaissait dans les ténèbres? Ses maréchaux, qui l'avaient suivi jusqu'au bout, ses ennemis, qui l'avaient renversé, ou Joséphine, dont l'amour continuait de le hanter. Les spéculations sur un possible empoisonnement ajoutent une couche de mystère. Des analyses modernes, Forensic Science International, 2001, ont détecté des traces d'arsenic dans les cheveux de Napoléon, alimentant les théories d'un complot. Bien que controversée, cette hypothèse soulève une question. Était-il victime d'une main invisible? Ou était-ce simplement l'épuisement d'un corps usé par des décennies de guerres et d'exil? Antomarchi nota que l'empereur, dans un ultime moment de lucidité, murmura « J'ai voulu l'impossible, et j'ai payé le prix. » Était-ce un aveu ou une dernière leçon à l'histoire? Alors que l'obscurité envahit tout, Napoléon pousse un dernier soupir. Ses compagnons, figés, retiennent en leur souffle. Quel secret emporta-t-il? Une vérité sur son règne? Un regret pour la France? Ou une pensée pour son fils, condamné à l'oubli? Montholon rapporte que ces ultimes mots, bien qu'incompréhensibles, portaient une gravité étrange, comme s'ils s'adressaient à l'éternité. L'homme qui avait dominé le monde était-il enfin en paix? Alors que Longwood s'éteint dans l'obscurité, une vérité choquante émerge des ombres. Une lettre secrète, découverte des siècles plus tard, révélait un mystère. Selon des archives posthumes, The Napoleon Papers, 1890. Un document retrouvé parmi les effets de Montholon contenait une note énigmatique. « La France saura, mais pas de mon vivant. » Était-ce une allusion à un complot contre lui? Un regret pour les idéaux révolutionnaires qu'il avait trahis? Ou un message pour son fils, l'Aiglon, qu'il espérait voir poursuivre son rêve? Le mystère de Napoléon restera à jamais intact, un écho dans l'histoire. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.